Joséphine. Merci d'avoir accepté de dialoguer, de partager avec nous cette passion. Alors je vais tout de suite me plonger dans le film, puisque quand j'ai vu... Ah oui. Je suis désolé, c'est l'habitude. Excusez-moi, oui, c'est mieux pour le son d'ailleurs. J'allais dire, on va poursuivre presque cette marche après ce film, parce que la première fois que j'ai vu ce film, la première chose que j'ai constatée, c'est que vous n'arrêtez pas de marcher. Et que je pense que la réalisatrice, il y a comme ça une sorte de métaphore, parce qu'on vous voit marcher dans les rues de Montréal, sur les traces de votre jeunesse. On vous voit marcher bien sûr dans la toundra, on vous voit marcher avec des béquilles, on vous voit marcher sans béquilles, avec une canne au bras d'une jeune femme poète, etc. Vous n'arrêtez pas de marcher. Alors, c'est quoi, la marche est en vous, c'est quoi ce... Les vieux, les aînés disaient que arrêter de marcher, c'est comme mourir. Et puis ils disaient aussi que les jeunes avaient perdu leurs jambes. Puis pour rester vivants, du moins pour des nomades, tu sais, il faut marcher. On marchait aussi loin que la nourriture nous conduisait. Donc, on suivait le caribou aussi loin qu'il allait dans le Nujmet. Donc, pour ça, tu as besoin de tes jambes. Aujourd'hui, les jeunes, comme les aînés disent, ont perdu leurs jambes parce que quand ils vont au magasin, ça leur prend une voiture, ça leur prend toujours une voiture. La métaphore, quand ils disent ils ont perdu leurs jambes, c'est qu'ils ne marchent plus. Et puis c'est la même chose quand ils ont vu la première fois la chaise arriver dans la réserve. Ils l'ont regardée avec beaucoup de curiosité. Et puis ils se disaient que s'ils s'assoyaient, ils ne marcheraient plus. Et j'y ai vu, bien sûr, donc le peuple Innu, qui est un peuple nomade, comme vous venez de vous le dire, mais il y a aussi vos débuts à Montréal. Vous avez parlé d'itinérance, vous étiez une itinérante d'une certaine façon. Ben oui. Et vous avez continué à marcher dans la ville. Ben oui, c'était la seule façon de connaître. C'est en marchant qu'on connaît. C'est son environnement. Tout comme des anciens, ils ont marché le Nujmet. C'est pour cela qu'ils le connaissent si bien. Et puis, moi aussi, j'ai marché Montréal et j'ai fini par arriver. C'est là où il y avait des gens qui allaient m'accueillir. Alors, justement, avant, on va parler dans un moment de votre poésie, de l'arrivée à l'écriture, le premier livre paru en 2009. Mais avant, on l'a vu, vous avez marché, vous êtes allé rencontrer vos racines, puisque vous avez travaillé à la fois comme traductrice, comme interprète, vous avez fait des recherches, vous avez réalisé des documentaires vous-même. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de cet avant l'écriture et comment ça a nourri ensuite cette écriture? Mais j'ai travaillé beaucoup avec Arthur Lamotte, on voit beaucoup ses archives dans Je m'appelle humain. Mais tu sais, dans le temps qu'on était au pensionnat, mais les affaires indiennes on avait le droit de choisir entre être une secrétaire, une auxiliaire garde-malade, ou faire l'école normale pour enseigner. J'ai choisi être secrétaire parce que ça allait vite. Et puis, quand on finissait le cours de secrétariat, les affaires indiennes nous envoyaient au bureau des affaires indiennes à Ottawa pour apprendre à être des bonnes secrétaires, toutes celles qui avaient suivi des cours de secrétariat.
Et puis j'ai essayé d'être secrétaire, mais je n'étais pas très douée. Alors j'ai continué. Il y a même une compagnie qui m'a foutu à la porte 3 fois. Mais ils me reprenaient à chaque vendredi que je disais au revoir à tout le monde. Et puis c'est comme ça. Puis comme je restais avec Philippe Macainet, Anne-Marie, et tu sais, il y avait un anthropologue qui le connaissait, eux autres. Et puis c'est comme ça que puis Rémi Savard, Sylvie Vincent, Macainet, José Mayotte, mais eux autres, ils faisaient du terrain dans les communautés. On nous appelait des montagnais dans le temps, mais dans les communautés, nous, tu vois, ils faisaient ça au Labrador, sur la Basse-Côte-Nord, chez Ferville. Mais quand ils revenaient à Montréal avec toutes les cassettes qu'ils avaient enregistrées, mais ils ne pouvaient pas travailler dessus parce qu'ils étaient tous en Innu. Alors, ils ont eu besoin de moi pour transcrire d'abord, après ça, traduire. Et c'est comme ça qu'avec Rémi Savard, lui m'a raconté des mythes fondateurs. Sylvie Vincent, j'étais son assistante, donc j'ai pu récupérer mon histoire. Et José Mayotte, elle m'a redonné l'écriture. Et c'est en transcrivant des cassettes où tout ce que des anthropologues avaient enregistré. C'est en traduisant et en transcrivant les mots que j'ai pu réapprendre les mots anciens de nomade que je ne connaissais pas parce que quand tu es au pensionnat, étant donné qu'on ne vit plus de la même façon, tu oublies ces mots-là. Mais quand tu transcris, c'est des mots qui te reviennent. Et c'est comme ça que j'ai pu réapprendre l'Inuaimun des nomades. Alors justement, dans le film, puisque vous évoquez la question des pensionnats qui sont malheureusement depuis très longtemps au Canada et au Québec en particulier et qui sont revenus récemment dans l'actualité, dans le film, vous dites, votre expérience, vous ne voulez pas trop en parler, vous dites c'est correct, vous vous retrouviez entre vous. Bon, je ne sais pas si c'est pour ne pas aller vers des choses plus difficiles à raconter ou... Je veux toujours pas en parler. Voilà, c'était la... Et vous dites que vous laissez d'autres, ceux qui... Il y en a, oui, il y en a d'autres qui en parlent beaucoup mieux que moi. Oui. Et alors, pour revenir au travail, quand vous avez accompagné Arthur Lamotte au cours des documentaires et aussi les anthropologues et tout ça, ça nous ramène à une période, les années 60 et début des années 70, où c'était par le savoir, les anthropologues, les universitaires, qui étaient presque, j'allais dire, d'une certaine façon, j'allais dire presque avec l'Église, les prêtres, les seuls à s'intéresser à la culture Innu. Est-ce que vous le direz comme ça? Parce que dans la société québécoise, ce n'était pas quelque chose qui était... Ben, on était plutôt invisible, je dirais, dans ces années-là. On savait qu'il y avait des Indiens, mais on n'était pas intéressé. C'était pas intéressant. C'était pas intéressant pour eux de nous connaître. On était parqués dans des réserves. Et puis plus tu habitais proche d'une ville, comme à Ouahat, par exemple, c'est-il. Tu sais, ils habitent à côté de la ville. Et puis à Shefferville, tu sais, quand la mine a commencé, l'aéronord a commencé à creuser la terre. Et puis, tu sais, ben, Machitoyat sont à côté de Robertval. Plus tu étais proche des villes voisines, plus de racisme tu le sentais. Mais quand tu étais loin d'une ville, ben, comme tu ne sortais pas tellement de la réserve, alors tu ne les rencontrais pas souvent.
Alors, j'aimerais qu'on en vienne justement à votre premier recueil, votre premier livre, Bâton à message, qui a été publié en 2009. Et j'ai retenu, vous écrivez dans ce livre-là, Mon peuple est rare, mon peuple est précieux, comme un poème sans écriture. Alors, la question, c'est quoi un poème sans écriture? C'est un poème que c'est un poème que tu vois, que tu regardes, et c'est une image. Et puis quand tu regardes la terre ou le nôtre, c'est déjà un poème dont t'as pas. C'est dans le silence parfois que tu trouves la plus belle poésie. C'est en ce sens que vous dites dans le documentaire, et Laure dit que elle-même, elle dit on peut être poète sans être publié. Ouais. Vous, c'est ce contact avec le paysage, la nature, que vous considérez comme une forme de poésie? Ben, je pense, moi, tu sais, la terre est un poème si tu sais bien la traiter. Dans un thé dans la toundra, on revient à la marche. J'ai usé ma vie sur l'asphalte. Des mots me viennent dans une langue qui n'est pas la mienne. Et là, justement, c'est le choix du français et des confrontations. Bon, vous avez été dans les pensionnats, vous avez été éduqué en français, etc. Est-ce que c'est un choix qui s'est fait en vous automatiquement d'écrire, de parler et d'écrire Oh en non, pas français, du ou tout. comment ça s'est fait? Mais Et comment la confrontation ou le partage entre les deux langues, votre langue, l'inou, et puis le français? tu vois, ma langue à moi, l'inuaïmoun, tu vois, quand j'écris en inouaïmoun, ce que je dis en français, ce que j'écris en français après, c'est j'essaie d'écrire les poèmes en français, tu sais, pour qu'ils voient ce que je dis dans ma langue. Tu sais, donc j'ai besoin de mots tout simples pour pouvoir pour, transmettre ma langue dans la langue de l'autre. Donc c'est pas une confrontation, c'est c'est essayer d'être un seul dans deux langues. Mais pour le point de départ, on voit que sur les petits papiers que vous écriviez, que vous laissiez à votre ami, alors, ces fulgurances, vous venez en français? Non, sont venus, ça dépend, ça dépend. Si je parle de notre maître, si je parle des maîtres des animaux, c'est en Innu, un monde que je vais écrire. Par exemple, dans Ouyesh, ça parle du parc Molson, ça parle de la rue Bélanger. Et puis c'est Virginie Turcotte un jour qui me demandait, mais il dit ce livre-là, parce que j'étais dans la ville, puis que je parlais beaucoup de bancs publics, des rues et de la ville, c'était devenu comme automatique que j'écrive en français d'abord. Mais Tsmostagna, Pinipihawi, là, ça a été Innu, parce que ça parle de la toundra, ça parle de rêves, ça parle des maîtres des animaux, ça parle de ce que je suis, de ma culture, des traditions. Et puis je trouve ça que c'est naturel que tout soit en Innu parce que avant d'écrire le poème, c'est dans ma tête d'abord que je vois tout. Et puis c'est en Innu que tout ça se passe. Et peut-être dans vos rêves aussi. Parce qu'il semble que les rêves sont très importants, soit prémonitoires, soit... Tu sais, le rêve pour les Inuits, là, c'est là qu'ils trouvaient leur survie.
C'était important de rêver. C'est comme s'ils vivaient en parallèle de leurs rêves. Et puis, il arrivait aussi, tu sais, des fois, on se dit, moi, je ne rêve jamais. Mais on rêve, mais on ne se souvient pas de nos rêves. Donc, pour le chasseur, c'était important pour lui de rêver, tu sais, pour savoir s'il allait faire une bonne chasse ou, tu sais, puis ce qui arrivait, puis il y a des chasseurs qui ne se souvenaient pas de leurs rêves, parfois, mais c'est leurs femmes qui rêvaient à leur place. Ouais, c'est comme aussi, tu vois, à un moment donné, on entend parler de Tihakoko, tu sais, Tihakoko qui est une femme de l'espace, elle voit tout, tu sais, elle est là en haut. Et puis, c'est pas, puis c'était important pour le chasseur de plaire à cette femme-là. Alors, tu sais, leur femme, tu sais, il fallait qu'ils, tu sais, quand ils tressaient, il fallait que leur raquette soit toujours bien tressée, tu sais, que leur habit de chasseur soit bien brodé ou bien perlé, ou bien, tu sais, que ça soit... Mais c'était important de plaire à cette femme, parce que si un chasseur plaisait à Tihakoko, tu sais, à cette femme, ben, tu sais, elle s'arrangeait pour, tu sais, le diriger là où il y avait des pistes d'animaux. Alors, la particularité de tous vos livres, c'est que donc ce sont des éditions bilingues. Donc, vous venez d'expliquer en partie pourquoi. Ça, c'est une volonté de vous, mais j'imagine aussi de l'éditeur, puisqu'aujourd'hui, on assiste à une sorte de Non, reconnaissance, de renaissance. c'est c'est parce que Rodney Saint-Éloi, tu sais, il a cette folie, tu sais, il a accepté que j'écrive dans ma langue. Tu sais, c'était pas, c'est moi qui voulais absolument écrire dans ma langue parce que c'est pas tous les éditeurs peut-être qui auraient accepté. Mais lui, il a accepté. Alors, je, on va, on aimerait vous écouter. Je vous avais demandé si vous acceptiez de lire quelques textes. Et- Et on va reprendre ensuite la petite séance de questions, mais si vous voulez, on va rentrer dans des extraits de Un thé dans la toundra. Vous avez choisi plusieurs poèmes, je crois. Non, pas beaucoup. Quel- Oui, non, je sais qu'au Québec, plusieurs, ça veut dire plus de... C'est pas le même sens qu'en France. Quand je dis plusieurs, ça veut dire simplement plus de deux en français. D'ici. Parce que chaque fois que je fais une remarque, en fait, plusieurs, les gens ils disent pas beaucoup au Québec. Anotis, Abu Abstayan Mahaneikan, Abu Abstayan Zatahun, Nameknam Tawan, Dejitateyan, Nanan Dwap Mopuhan, Winter Conventum Squasenu, Apunta Tuotastuet, Datatan, Nahakutawan, Daimyotu Tegatukat, Tapan, Tastiyikuhin, Namadunwa Wastuahuan, Nimitak Wahut, Napayako Namoham Mahkwa, Tihok Dawab Mokwan, Winakapeho Kipit, Nanukatan, Jakatun, Takwahan Tapwe Asit, Kapokhenmet. Plus besoin de savoir écrire, ni de savoir calculer. Il me suffit de connaître les directions, cueillir le champignon qui préserve le feu immortel. J'amène mon bâton de parole et m'adresse aux étoiles. Je m'assois pour le repos de mes pieds.
je sais être seul pour entendre des aurores boréales. Je dandine dans le bleu d'une nuit qui endort mon grand-père l'ours. L'horizon sera là à m'attendre et me conduira à la rivière au courant trompeur parfois. J'arrive enfin à la terre qui espère ma venue. J'écris ce poème pour les femmes disparues, assassinées. O tenat tenaten, domen wahu inyon stenten, tui o hamun, jin to mutadihan, mateta wenjen, jan chokwot. Jatapato mustadihan, jatabwetadihan, katakustatan de kauji. Pon pedo eni menanut, jatihweblidihan, miam kokopji, wastentman. Tante piapanin stanyont, tante etain, Dekatain, tantenta, tpajunt sitatan, tante etain, dekatain. Mokwosto piham, dewahamuquin, ait statan, ait. Jahechan miami juecis, apoimet steimono, Jonahan, hahapupetaquin, katepuin, jiwetanasi, tostoentumio, stemian, jajipetaquin, aponana petaquat, jatepon, stachakos, chiwo, de kainiuin. Tu vas à la ville, aspirant à une vie meilleure. Dans ta fuite, tu te fuis. Tu vas de rencontre en rencontre. Tu t'inventes un récit qui te ressemble. Tu t'en vas si loin de ta naissance. Ton évasion ne danse plus. Tes musiques ont perdu leur rythme. Tu vacilles vers des lumières, tel un papillon qui brûle ses ailes. Où es-tu dans ta vie inachevée? Où es-tu que je ne te trouve pas? Où es-tu que je n'oublie pas? Où es-tu dans ton où es-tu? Un soleil rouge t'accueille, tu es ailleurs. Tu es une fillette effrayée, il ne parle pas ta langue. Tu es là où tu te perds. Tes hauts secours s'enfuient vers le vent du nord inquiet. Tu pries pour être entendu, mais ton cri reste silencieux. Ton âme retourne vers les tiens. Merci beaucoup. Pour poursuivre l'échange, justement, vous avez évoqué
ce poème écrit pour ces femmes mortes, etc. On sent en vous un engagement humaniste, à la fois vous voulez faire reconnaître le patrimoine du grand peuple Innu, la culture des Premières Nations, mais aussi vous intéresser à des thèmes qui sont liés, même si vous ne voulez pas parler des pensionnats, à l'actualité. Mais bien Et sûr. au sort. Alors justement, un poète, comment vous vous sentez, Joséphine Bacon, comme femme libre et engagée au XXIe siècle? Est-ce que vous sentez que vous avez une mission? Je ne pense pas que j'ai une mission, mais j'ai la mission de ne pas tout garder dans le silence. C'est comme pour les enfants disparus. Tu sais, des enfants qui ont été déterrés. Et on parle de pensionnat, mais c'est un sujet que j'aime pas beaucoup parler parce que ça fait trop mal. Alors, on a vécu des choses, mais comme on dit, hein, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Et si je n'étais pas allée au pensionnat, je n'aurais pas su écrire ni lire. J'aimerais qu'on revienne, j'aime beaucoup le titre de ce recueil, votre premier recueil, Bâton à message. Mais pour le commun des mortels, et j'allais dire pour la plupart des gens, c'était quoi au départ ces bâtons à message? Des bâtons à message, ça date de loin, 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 très loin. C'était comme notre écriture à nous. C'était où on a appris à écrire, bien sûr, en allant à l'école, mais sauf on avait une façon quand même de communiquer entre nous. Donc, au milieu des lacs gelés, on plantait un arbre de façon verticale, qu'on dit, verticale, et puis l'autre, en oblique. Et s'il était proche du sol, ça voulait dire que la personne qui avait laissé ces bâtons en message, ils étaient dans la misère. Et plus de bâtons, l'arbre était haut, plus il était en haut, là, ça voulait dire que c'était l'abondance, qu'il y avait eu une bonne chasse. Et puis en même temps, ça indiquait aussi la direction où il fallait aller. Par exemple, si tu étais dans la misère, on cherchait des bâtons à message sur les lacs gelés. Et puis les gens qui avaient fait une bonne chasse, ils donnaient aussi la direction où ils étaient. Donc il y avait toujours une entraide. Et c'était comme ça. Il arrivait souvent qu'à l'intérieur des terres, dans le Notchmet, qu'il y ait la famine, que les gens soient tellement faibles, que le chasseur ne pouvait plus marcher. Tellement tout le monde avait faim, les aînés, les enfants. Alors la femme donnait le sein à son mari pour lui donner de l'énergie pour qu'il puisse continuer à marcher puis trouver le gibier qui allait les aider à sortir de la famine. La femme, c'était des sociétés matriarcales, des nations proto-algonquiennes. Donc, tout dépendait de la femme. C'est comme faire de son mari très beau pour qu'elle plaise à Tiheroko. Elle était là à donner le sein. Quand c'était la famine, avec la femme et les aînés, c'était eux qui portaient la nation. Justement, d'une certaine façon, ces bâtons à message, c'était comme des
poteau indicateur pour aider dans la solidarité Oui, c'est quand ça. on était dans le bois. Ben oui, parce moi- que, tu sais, les lacs dans le Nord-Ouest, c'est des grands, grands lacs. Et puis, ils étaient plantés au milieu du lac. Tu ne pouvais pas les manquer. Exactement. Et alors, mais moi, je me suis dit, cette métaphore, est-ce que c'est pas votre poésie? Ce n'est pas d'une certaine façon, vous plantez pas des bâtons à message pour le peuple inou et pour vos lecteurs? Ben, j'aurais pas la prétention de... Moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti, parce qu'il y a cette forme de solidarité, de générosité, de vouloir partager les choses, de vouloir transmettre les choses. Et quand je lis vos livres, c'est ce que vraiment que je ressens. Tu vois, moi, toi, tu sais, depuis que j'enregistre, quand j'ai commencé à enregistrer les aînés, autant les vieux que les vieilles, parce que j'ai enregistré tellement et tellement beaucoup. Un jour, un des aînés m'a dit, un jour, ce sera ton tour. Alors, mon tour, c'est la poésie, j'imagine. Donc vous poursuivez là. Et on voit d'ailleurs, je trouve que dans le documentaire, c'est formidable l'idée de vous avoir fait accompagner par cette jeune. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu d'elle? Parce qu'il semble qu'il y ait une vraie complicité. C'est une très grande poète, voilà, Marie-André. c'est ça, bien sûr. C'est vraiment, si jamais vous avez l'occasion de trouver ces recueils-là, vous allez beaucoup aimer parce qu'elle est vraiment très bonne poète. Elle écrit vraiment bien. Là, elle est partie en Finlande, en Finlande, qu'on dit, Oui. elle est en résidence d'écriture, puis elle va écrire sur les glaces qui fondent trop vite. Ok. Mais et l'idée qu'elle vous accompagne dans ce voyage, c'est une idée qui est venue de vous, de la réalisatrice, parce que Ben, c'est normal de pas. Tu sais que quand on part sur une terre sacrée comme Mohoripi, il faut amener quelqu'un de plus jeune, tu sais, comme, tu sais, pour qu'elle puisse vivre, tu sais, les pas des anciens, parce que quand, tu sais, quand je suis allée là-bas, je suis sûre que la terre a reconnu mes pas, tout comme les siennes. Et d'ailleurs, il y a cette image qui est très très forte à la fin du film, quand vous êtes sur ses épaules, Ah oui, il me porte sur son dos. voilà, sur son dos, et que vous parlez de cette symbolique des... Mais c'était très vrai. On peut tu sais, les aînés, c'était des grands-parents. On avait besoin d'eux pour survivre. On avait besoin de leur connaissance, de leur enseignement. Tu sais, on avait besoin de tout, de tout passer par eux. Alors, on a dit que vous aviez été documentariste, que vous aviez été, travaillé avec des anthropologues autour du documentaire, etc. Vous êtes poète, vous êtes conteuse, etc. Et puis là, j'ai appris que vous êtes en train de débuter une nouvelle carrière. Comment ça? Mais oui, mais en ce moment, vous êtes devenue comédienne. Ah, Puisque, puisque vous ne le savez peut-être pas, mais en ce moment, enfin, depuis quelques jours, est sorti dans tous les écrans au Québec un film dans lequel vous jouez. C'est le film Bootlegger de Caroline Monet, qui est une artiste multidisciplinaire, dont le père est français, la mère algonquine. Ouais. J'en sais des choses. Hein. Ah oui, hein? Et j'ai même vu la bande-annonce où on vous voit. Alors je me suis dit,
Racontez-nous un peu cette aventure Mais où vous faites du cinéma. Et d'ailleurs, le sujet est très intéressant. Il y a aussi la comédienne Pascale Bussière. ouais, ouais. Mais c'est pas quelque chose que j'aime faire. D'abord, je suis pas une vraie comédienne, mais je faiblis toujours quand j'aime les gens. Oui. Comme Non, non, mais on va pas vous croire parce que vous dites, avant vous disiez à votre ami Laure, mais je ne suis pas une poète, et puis vous avez publié cette œuvre Ah ouais. super monumentale, etc., qui est aujourd'hui étudiée dans les écoles, dans les cégep et ailleurs. Alors là, quand vous me dites, vous n'êtes pas une comédienne, j'y crois pas trop. Ah, mais écoute, je suis pas comédienne, c'est sûr, mais j'aime beaucoup Caroline. Alors, quand elle m'a demandé, j'ai dit, je suis pas sûre parce que moi, je suis pas comédienne. J'ai dit la même chose que j'ai dit. Alors, je suis pas poète ni écrivaine. Puis à Caroline, j'ai dit, je suis pas du tout comédienne. Mais, euh, Mais mais elle me est-ce que disait, l'aventure de ce film, donc, vous pouvez en dire quelques mots du sujet du film ah, autour de... ça se passe chez les Anishinabés, comme tu dis, des Algonquins. Oui, C'est pas- désolé. c'est parce que pendant plusieurs années, il était c'était défendu aux Indiens de boire. Donc, puis il y avait, puis c'était défendu de vendre de la boisson aux Indiens ou de l'alcool. Alors, on allait ils allaient acheter soit de la bière, de l'alcool chez le bootlegger, quelqu'un qui vendait, qui vendait de la bière ou de l'alcool en cachette. Voilà. C'est ça, bootlegger. Et puis, dans ce film, c'est une allochtone qui vend de l'alcool aux Indiens, aux Anishinabés ou de la bière, mais elle est aussi, elle est, son chum, c'est un Anishinabé. Puis ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, il se passe quelque chose de pas très drôle avec un des Indiens. Et puis ça fait que là, ils se réunissent pour... en tout cas, il faut voir le film. Voilà. Ben, bon, il, il vient de sortir, là, il y a quelques jours au Québec, Ouais, dans les salles au Québec, et on espère, bien sûr, il va être distribué en France, Bootlegger, de ouais. Caroline Monet. Alors, vous y faites référence dans le film. Moi, une remarque que j'ai faite, c'est que cette parole poétique inoue qui a émergé depuis, avec vous, mais avec d'autres, c'est beaucoup une parole de femme. Vous êtes Oui, avec... c'est vrai, Et, c'est vrai. et c'est Les merveilleux. femmes écrivent, puis les hommes chantent. Alors, justement, euh, il se trouve qu'il y a quelques années, j'avais eu le plaisir d'accueillir, quand je dirigeais la Villa Marguerite-sur-Senard, où j'avais organisé des rencontres autour de la littérature québécoise, et j'avais reçu votre amie, votre collègue Rita Rita Mostogosho. Mostokosho. Oh mon Dieu. Et après cette rencontre, je voulais partager ça avec vous, et puis que vous en parliez, c'est pour faire le lien, parce qu'il me semble que vous êtes... Voilà, elle m'avait envoyé un mot parce que je crois que dans un débat comme ici que j'animais avec elle, je lui avais demandé pourquoi vous écrivez, puis on n'avait pas le temps d'en parler, etc. Et ensuite, elle m'a envoyé ce mot. Et je vais vous en lire quelques lignes D'accord. pour que la parole aussi de Rita, une autre grande poète inoue, soit entendue, et puis on va peut-être en parler. Alors voilà la réponse de la grande poétesse aussi Rita Mestokosho. J'écris pour dire les mots de ma pensée inoue. J'écris pour partager ce que nous devrions protéger tous ensemble. J'écris pour créer des ponts entre les rives. J'écris avec la main nomade de ma mère. J'écris avec l'esprit chasseur de mon père. J'écris pour le tambour ancestral. J'écris pour le petit ours dans mon rêve. J'écris tout simplement comme je respire. Et bien sûr, la question que je veux vous poser, et vous, Joséphine Bacon, pourquoi et pour qui écrivez-vous?
Pour qui j'écris? Et pourquoi? Ben, j'écris pour les... ben, finalement, quand, j'ai, quand j'ai compris que je savais écrire, j'ai écrit d'abord pour les aînés, c'est pour qu'ils puissent lire. Moi, je dis que les aînés, c'est eux mes poètes, parce que dans Stagna, bâton un message, c'est leur vie que j'écris en mots simples. Après ça, je me suis dit, c'est pour les générations qui viendront, c'est pour pas qu'ils oublient qu'un jour, que leurs ancêtres étaient des gens qui, comment dire, que c'était des gens qui marchaient et ils n'avaient pas besoin d'écrire, mais des aînés n'avaient pas besoin d'écrire parce qu'ils racontaient. Alors, tu sais, dans les poèmes que j'écris, je raconte ce qu'ils racontent. Et les mots, on retrouve les mots de nomade. Et au moins, ça ne mourra pas. Ces mots ne vont pas mourir dans le temps. Ils vont pouvoir le réapprendre. Parce qu'aujourd'hui, on apprend à écrire notre langue et à le lire. C'est récent, là. Donc, des générations qui viendront, ils auront comme référence mes recueils. Et puis, il y a un Anthony Capèche aussi qui a écrit « Je suis une maudite sauvagesse », qui était la première, qui était quand même une dame d'un certain âge qui a écrit en Innu. Tout un livre, un essai complet. Où et puis, c'est José Mayotte qui l'a transcrit, qui a essayé de l'écrire dans un orthographe un peu normalisé. Et c'est elle qui l'a traduit parce que je vous ai parlé, José était ethnolinguiste. Et puis, elle parlait couramment l'Inuaïmoun. Et puis, ça lui a pris 10 ans pour être capable de il y a des Indiens qui disaient des fois qu'elle parlait mieux qu'eux. Sur... Alors, justement, quand vous parlez là de transmission à nouveau, il y a aussi un aspect dont on n'a pas parlé, c'est que vous enseignez vous-même. Oui, j'enseigne l'Inuaïmoun. Donc ça aussi, c'est une nouvelle façon de... Ça fait longtemps. J'ai commencé à enseigner l'Inuaïmoun à l'Université de Montréal dans les années 75. Et puis ça, jusqu'à 85. Après ça, je suis allée enseigner 2 années à Mchtouyatch. Après ça, je suis revenue à Montréal, puis je suis revenue. Puis encore aujourd'hui, j'ai recommencé à enseigner au collège Kiona. C'est comme ici l'équivalent d'un lycée. D'un lycée, oui. Oui, oui. Et puis, il y a des cours d'Inuaïmoun qui se donnent d'Anishinaabe et d'Atikamekw. Donc, moi, j'enseigne l'Inuaïmoun. Mais alors, justement, qui sont les élèves qui... Ben, c'est des Inuits. Mais j'allais dire, les gens qui apprennent l'Innu, ce sont des Inuits? Oui, mais tu sais, quand t'as beau être Inou puis parler ta langue, on le parle à tous les jours, hein, l'Inuaïmoun, mais c'est de savoir que l'Inuaïmoun aussi, il a une structure. Tu sais qu'on a notre grammaire, qu'on a des verbes et tout ça, mais tant que tu le parles, c'est pas des choses que tu réfléchis. Mais quand tu suis des cours d'Inuaïmoun, mais tu apprends à connaître, à connaître ta propre langue. Je comprends très bien cette démarche pédagogique, mais moi, la question que je voulais vous poser, mais alors, quand des Québécois non Inuits Ben oui, il y en a prendront aussi. des cours... Ils apprennent comme des Inuits. donc vous Même avez chose. aussi des...
des Oui, élèves. oui. Voilà, c'est ça. La question, c'était ça. Est-ce que Oui. Oui, mais à l'Université de Montréal, c'est pas des Inuits à qui j'enseignais. C'était des étudiants en linguistique, en en anthropologie, anthropologie. etc. Oui, Donc, oui, il y a c'est ça. aussi un Oui. intérêt pour. Alors, j'imagine, peut-être, vous avez des questions, parce qu'après avoir vu le documentaire, écouté Joséphine, je pense qu'on peut. Oui, déjà, je voulais vous remercier pour ce très beau témoignage, pour ce film extrêmement élégant. Je crois que c'est vraiment le mot qui me vient quand je vous écoute, c'est l'élégance. Et il y a plusieurs moments dans le film, et même là où vous avez parlé pendant la conférence, où je me dis, mais en fait, il n'y a pas de colère. En tout cas, il n'y a pas de colère apparente. Il y a un moment très poignant dans le film où vous retournez dans cette station-service et vous dites, bah voilà, c'était là ma première chambre, c'était mon garage. Et vous le dites en rigolant. Et en fait, on se demande où est passée une éventuelle colère. Et la deuxième chose aussi, c'est tout à l'heure, vous avez dit, notre société, c'était une société matriarcale et c'était les femmes qui portaient cette société ainsi que les aînés. Or, nous vivons aujourd'hui dans une société où c'est tout le contraire. Et donc, je ne sens pas encore une fois de colère. Alors, où est cette colère? Mais oui, je suis en colère, mais ma colère est tranquille. C'est parce qu'elle est tranquille qu'elle ne paraît pas. Mais ça n'empêche pas. Souvent, je suis en colère, mais c'est pas en levant les poings en l'air qu'on va nécessairement m'entendre, mais peut-être c'est dans la poésie que peut-être qu'on m'entend le mieux ou qu'on m'écoute mieux. Alors, et puis je ne serais pas bonne pour aller manifester, j'ai pas des bonnes jambes. Merci pour tous ces témoignages et pour votre sincérité. C'est vrai que les émotions sont là quand on vous écoute et qu'on vous voit. C'est encore mieux de vous voir ici et merci d'être venu jusqu'à nous. On aimerait pouvoir aller jusqu'à vous aussi pour partager ce que votre jeune ami a partagé avec vous. Alors, je vais quand même oser une question parce que vous dites le pensionnat est un sujet difficile. J'aimerais savoir, est-ce que la langue inou était interdite au pensionnat et combien de temps il a fallu pour que vous puissiez vous réapproprier votre propre langue? Le pensionnat où moi je suis allée, il était quand même pas si terrible parce que on, le seul endroit où on n'avait pas le droit de parler inou, c'était quand on apprenait à lire, à écrire, à calculer. Là, on n'avait pas le droit, mais le reste du temps, on parlait notre langue au réfectoire, au dortoir, n'importe où. Et puis les religieuses, ils nous vendaient des cigarettes. Alors, j'ai appris à fumer là-bas. Et puis, c'est ça, c'était normal, ils ne pouvaient pas. Parce que quand je suis arrivée à 5 ans, ceux qui arrivaient de la Basse-Côte-Nord, qui étaient encore très, très nomades, les enfants de 8 ans arrivaient avec des pipes. Donc, ça aurait été difficile peut-être. Et comme on n'avait jamais entendu parler français, c'était une langue qui était complètement étrangère à nous, parce que c'est nos parents et nos grands-parents qui entendaient parler la langue seconde. Parce que quand on descendait à la côte, nous, on restait à la côte, puis c'est les parents qui allaient chez les marchands de fourrure, qui vendaient leurs pelleteries, et puis qui achetaient ce dont ils avaient besoin pour quand on allait retourner dans le nôtre. Donc, eux autres apprenaient, ils entendaient l'autre langue. Mais nous, c'est petits, là, on n'entendait jamais parler le français. Puis quand on allait à l'église, mais c'était en latin. Alors, tu sais, quand on est arrivé au pensionnat, ben, tu sais,
des religieuses, ils ne savaient pas comment communiquer avec nous. C'est parce que on était. Puis comme je dis, c'était un des moins pires pensionnats, je crois, celui de Maliotenam. Oui, merci beaucoup, merci infiniment. Pardon, oui. J'avais une question, alors pas spécialement par rapport au pensionnat, mais par rapport à la religion. Puisque au pensionnat, j'imagine que c'était la religion catholique qui vous était... Est-ce que c'était imposé? Est-ce que c'était lié à vos religions? Avec l'arrivée des missionnaires, on a été évangélisés, mais on avait notre religion à nous. Comme par exemple, vous m'entendez, dans le film, on entend parler beaucoup des maîtres des animaux. On avait, comme le grand esprit, tu vois. Mais on remerciait le grand esprit pour ce qu'il donnait, mais on s'adressait surtout aux maîtres des animaux qui, eux autres, étaient comme, c'était le Dieu des animaux qui nous nourrissait, qui nous soignait. Donc c'est à travers des tentes à sudation ou avec le tambour ou une tente tremblante. C'est comme ça qu'on pouvait communiquer avec eux. Puis il y avait toujours un Kakabatak ou un Kamantohi qui interprétait le langage des esprits des animaux. Donc c'était ça notre religion. Et puis il y a eu les missionnaires qui ont dit qu'on s'adressait au diable parce qu'il nous faisait beaucoup peur avec l'enfer, qu'on allait brûler longtemps et toujours. Alors ça a fait peur, alors on s'est converti. Et tranquillement, on a oublié un peu le grand esprit et nos maîtres et les maîtres des animaux pour prier Dieu. Mais les aînés, eux autres, c'est-à-dire des aînés qui me racontaient, en cachet du curé, il fallait qu'ils aillent dans le Notmet pour continuer à pratiquer ce qu'on appelle la religion. Ouais. Bonjour et merci beaucoup, Joséphine, pour votre témoignage très touchant et je pense vrai pour beaucoup d'entre nous de différentes façons. Je voulais savoir votre vision ou votre perception du futur pour votre peuple, pour vous et surtout pour les jeunes qui sont là dans cette période un peu... Drôle, oui. Est-ce que vous avez de l'espoir pour vos jeunes? Mais bien sûr. Moi, j'ai toujours dit, que tant que tu avais de l'espoir, mais ça éloignait le désespoir. Hein? C'est comme ça que... Et puis, puis on était des gens de maintenant. Hier, c'était hier. Mais aujourd'hui est important. Mais comme les temps changent, il faut voir un peu demain. Et je garde espoir parce que ce que j'ai remarqué, c'est que pendant la pandémie et le confinement, tu vois, dans les communautés, la plupart des communautés inou, mais tu vois les jeunes, au lieu de rester face à des murs et des réseaux sociaux, mais ils sont retournés dans le Notmet chasser, redevenir, comme un peu nomade avec des camions, des voitures, bien sûr, pas à pied, ni en porte-argent, mais ça a été comme naturel pour eux de retourner chasser, revivre
vivre finalement leur tradition au lieu d'être face à des murs. Donc, c'est pas désespérant. Bien, c'est sur cette note d'espoir que nous allons vous remercier, chère Joséphine Bacon. Je crois qu'on peut vous applaudir très chaleureusement.